Dans ce pavillon de la région parisienne vivent les 4 membres de la famille Dupuich. Emmanuel, assistante sociale, Alain, informaticien, et leurs enfants, Savannah et Wyatt. Avec pour leur foyer un revenu mensuel qui s'élève à 3 200 €, ils ressemblent à la majorité des familles françaises. Chez eux, il n'y a pas de fuite d'eau ni de fuite de gaz, mais comme dans la plupart des foyers, il y a d'importantes fuites d'argent. Des sommes imperceptibles qui grèvent peu à peu le budget des Français. Comme nous, ils sont victimes de dépenses fantômes. Pour mettre en lumière ces sommes dépensées à notre insu, la famille Dupuich a bien voulu se prêter au jeu et nous a confié l'ensemble de ses comptes. Nous allons donc étudier ligne par ligne les dépenses de cette famille et avec eux, nous allons vous permettre de réaliser des économies de plusieurs milliers d'euros chaque année. L'alimentation est le budget incontournable qui pèse lourd sur le portefeuille des ménages. Chaque semaine, une famille de 4 personnes dépense en moyenne un peu plus de 100 € pour s'alimenter. Comme 87% des Français, les Dupuich sont plus attentifs aux promotions qu'il y a 10 ans. Alors, pour avoir les meilleurs prix, ils ont l'habitude de se rendre dans les 3 principales enseignes de la grande distribution. Et dans ce supermarché, le samedi, c'est le jour où les promos sont en tête de gondole. Mais ce que notre famille modèle ne sait pas forcément, c'est qu'une enquête de la répression des fraudes révèle des erreurs d'affichage sur les prix. Les prix affichés en rayon ne sont pas toujours les mêmes que ceux payés en caisse. Et ces anomalies sont souvent à la défaveur du consommateur. Alors, nous avons fait nos courses comme eux, mais munis d'une caméra discrète. Nous nous sommes rendus dans les principales enseignes de la grande distribution qu'ils ont l'habitude de fréquenter, dans lesquelles nous avons réalisé une moyenne de 100 € de courses, comme eux. Remise immédiate, ok. Le bon poulet, 4 tranches. Ah ouais? Bah oui, on va prendre ça. 1,25 €. Mesdames, messieurs, votre magasin vous propose des offres exceptionnelles. Il vaut mieux le prendre à la main, je pense. Oui, vous avez bien entendu. 80% bon d'achat sur la brosse à dents électrique Oral-B. Notre technique, noter les prix de chaque produit qui passe dans notre caddie sur un calepin, pour pouvoir les comparer plus tard avec le ticket de caisse. Et c'est parti pour une petite comptabilité express. Alors, choupi. J'ai payé 2 packs à 17,16 €, donc 34,32 €. Et là, je devais payer 2 pour 16,90 €. Donc, elle ne m'a pas fait de remise. Hein. Le saucisson sec, 2,95 € €. Et là, le saucisson, 88 centimes. C'est pas possible qu'elle me le fait payer 2,95 € alors qu'il était affiché 88 centimes. Sur ce ticket, il y a plus de 20 € d'erreur en notre défaveur sur 88 € d'achat. Soit c'est vraiment pas de chance, soit c'est bien plus courant que nous l'imaginons. Loïc Tanguy est directeur de cabinet adjoint à la répression des fraudes. Et ici, on pointe des erreurs de caisse depuis plusieurs années. Alors on fait des enquêtes régulières pour comparer le prix tel qu'il est affiché en rayon et le prix tel qu'il est lu en caisse, et donc tel qu'il est facturé au consommateur. On fait des dizaines de milliers de relevés de prix, et selon la dernière enquête qu'on a faite en 2015, il y avait 8% des produits qui présentaient une différence entre le prix affiché en rayon et le prix en caisse. 8% d'erreur, un chiffre qui semble énorme. Quel est le son de cloche de la grande distribution? Le seul hic, c'est que malgré nos nombreuses sollicitations, personne n'a voulu nous répondre.
Seul un directeur de la communication d'une grande enseigne a accepté de parler au téléphone. Oui, bonjour. Je fais un documentaire sur les dépenses des ménages. Et donc, j'ai interviewé Loïc Tanguy à la DGCCRF qui revient sur cette nouvelle étude qui est encore sous embargo, qui annonçait 8% de marge d'erreur, ce qui me semblait effectivement très important. Écoutez, moi, j'ai pas trop envie qu'on se penche sur ces marronniers qui ont vraiment très peu de valeur ajoutée. Enfin, vous vous rendez compte, imaginez qu'on s'amuse à avoir dans la grande distribution 8% d'anomalies. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous rentrez dans un hypermarché à Vélizy, où il y a 130 000 articles, d'accord, qui sont présents. Il y a 130 000 rêves. Vous dites qu'il y a 8% d'erreur. C'est ça? Donc je prends votre calcul. Ça veut dire qu'il y a 10 500 articles où l'étiquette n'est pas bonne. Mais ça veut dire que vous considérez les gens comme quoi? Comme des espèces de vulgaires mecs qui savent pas faire leur métier. Mais il y a 1000 mecs qui bossent tous les jours là-dedans. Et vous croyez que c'est des crapauds qui sont capables de mettre 10 000 anomalies dans un hyper? Un magasin qui sort un taux de balisage, un taux de non-fiabilité super à 1,5, déjà c'est un mauvais magasin. Chez nous, il y a un plan de crise. Hein. Ah, vous avez un plan de crise? Ah bah ouais, un magasin qui a plus d'1% d'erreur, c'est déjà pas bien. Sur les 5 fois où nous avons réalisé les courses, nous avons enregistré systématiquement des erreurs. Et bien plus parfois que les 8% révélés par la répression des fraudes. Nous sommes donc retournés pointer ces erreurs au service réclamation. Et bizarrement, cela ne semble choquer personne. Monsieur, dame, bonjour. Bonjour. On vient d'acheter des produits, en fait les promos, j'arrive pas à comprendre, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas appliquées. Bah j'ai payé quand même, combien en plus? 17,42. 17,42 € en plus, heureusement que je suis là pour le voir. Et puis alors le saucisson aussi, il était en promo à 80 centimes et je l'ai payé. Je vous dois 2,06 € pour le saucisson. Vous êtes déjà au courant? Oui. Ah oui. Mais comment ça se fait? J'en ai acheté aussi. Vous êtes fait avoir? Oui, il n'y a pas de vous. Il est à 2,95, c'est ça? Le plus étonnant, c'est qu'ici, nous nous faisons rembourser sur notre simple bonne foi, sans aucune vérification. C'est bien, c'est à 50% sur le deuxième. Donc au total, je dois 11,74 €. 11,74 € quand même. C'est pas mal, 11,74 € sur combien d'articles? 24 articles, ça fait beaucoup. C'est souvent comme ça? Après, malheureusement, nous, à notre petit niveau accueil, on essaye de remonter des informations, mais si les chefs de rayon ne font rien derrière... Ah, parce que vous pensez que l'erreur, elle vient d'où? C'est les chefs de rayon? Non, pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a un suivi qu'eux, ils doivent avoir, mais ça peut être informatique dans certains cas, ça peut être de la négligence dans d'autres. Je ne saurais pas vous dire précisément, je suis pas en rayon, mais ça peut être tout et n'importe quoi, malheureusement. Après, il y a des rayons où c'est un peu plus récurrent que d'autres. Il y a des... Oui, c'est tellement vaste, il n'y a pas une différence de prix particulière. Donc 11,74 €. Au total, nous avons fait 5 fois nos courses et sur les 500 € dépensés, nous avons été remboursés de 52 €. Une somme plutôt rondelette qui pourrait mettre pas mal de beurre dans les épinards. Et visiblement, nous ne sommes pas les seuls à scruter les erreurs de caisse. Ah, il y a du monde. Je pense que c'est toutes les personnes qui n'ont pas les bons prix affichés en rayon. C'est pareil. Mais ça fait une grande file comme ça. Quand la grande distribution n'affiche pas les bons prix, elle est sanctionnée par la répression des fraudes de différentes manières. Si c'est une simple négligence, ça peut être un rappel à la loi, ça peut être un avertissement, ça peut être une mise en demeure de se mettre en conformité, ça peut être une sanction monétaire, ça peut dire une amende. Et si on considère qu'il y a une vraie pratique trompeuse de la part de l'industriel, si on est persuadé que c'est intentionnel d'avoir un écart de prix entre ce qui est affiché et ce qui est payé, là on passe dans une autre catégorie, c'est la pratique commerciale trompeuse, qui est un délit et qui est sanctionné d'une peine de prison et d'une très forte amende. On remarque systématiquement que la probabilité que l'écart soit en défaveur du consommateur est légèrement supérieure. Donc, ça montre quand même que c'est pas exclusivement c'est pas exclusivement du hasard. Si de l'aveu même de la répression des fraudes, ces erreurs ne sont pas forcément le fruit du hasard, notre famille devrait donc systématiquement contrôler tous les prix quand elle fait ses courses. Elle éviterait ainsi de perdre des dizaines d'euros par mois.
Sur son budget alimentaire, cela représenterait 516 € par an. Et Emmanuel n'a pas fini d'être étonné. Dis maman, quand tu laisses ouverte la porte du réfrigérateur, le moteur démarre? Ça dépense du courant? Oui, bien sûr. Mais alors? Quoi encore? Plus tu l'ouvres, plus ça dépense du courant? Oui, oui. Et puis quand tu mets quelque chose de très chaud, le moteur tourne très longtemps, ça dépense du courant? Évidemment. Mais dis donc, c'est un problème sur l'électricité que tu as à faire. Non, c'est une rédaction sur l'économie. Ah bon? Dans les années 70, on commençait tout juste à se soucier des économies d'énergie. Depuis, de gros progrès ont été réalisés pour maîtriser le gaspillage. Et dans cette maison toute neuve, tout a été pensé pour réduire la facture. Et pourtant, il reste pas mal de fuites à éviter. Notre famille paye en moyenne 1620 € par an de facture en énergie. Cela concerne le gaz et l'électricité. Un chiffre qui a eu tendance à augmenter avec la multiplication des appareils électriques dans les ménages. Derrière ce chiffre se cache-t-il des dépenses inutiles? Nous avons demandé à Vincent Maillard, ancien directeur des tarifs chez EDF, de passer chez notre famille. Son credo, faire la chasse aux dépenses fantômes d'énergie. Vous avez souscrit quelle puissance là sur votre... Nous sommes en 9 kWh. 9 kW. Oui. 9 Alors 9 kW, c'est énorme. Ah bon? Énorme pour une maison comme ça qui n'est pas chauffée à l'électricité. C'est complètement énorme. Qu'est-ce que vous avez comme appareil là? Vous avez un micro-ondes à faire autour de 1000 watts. Là, le frigo américain, ça consomme beaucoup, mais c'est pas au-dessus de 500 watts de toute façon. Là, ça, c'est une gazinière. Le four est électrique ou au gaz? Le four est au gaz. Oui. Donc ça ne consomme pas d'électricité. Vous avez un lave-vaisselle et vous avez sans doute un lave-linge. Donc même si vous faites fonctionner tout en même temps, vous n'avez pas plus que 4000 watts de consommés dans la maison. Donc vous pourriez déjà passer à 6 kW, ça suffirait amplement. Vous avez un compteur, on peut voir votre compteur, il est... Allons-y. Ah, puissance appelée, voilà. Vous êtes à 360 watts appelés là maintenant. 300 watts, c'est beaucoup quoi, en permanence, c'est beaucoup. Et je vois effectivement que vous avez là un appareil qui est branché. En permanence. On va essayer rien que de les brancher, voir ce qui se passe. Bon, là, on voit, on est passé de 365 à 339. Vous voyez, hein, déjà, ça consomme presque 30 watts. Et 30 watts en permanence sur un an, ça fait beaucoup, hein. Il faut compter 1 € par watt en permanence. Donc là, vous avez 30 € par an, rien que parce que ça reste branché. Dans ces cas-là, à quel moment on débranche et on rebranche par rapport à l'aspirateur? Parce que finalement, si on l'éteint, si on le débranche constamment, ouais. L'aspirateur ne fonctionne pas. Il y a une petite lumière, quand la lumière arrête de clignoter, c'est que c'est chargé. Voilà, il y a un témoin de charge quelque part qui doit exister. Moi, j'ai pas regardé la notice, mais là, il y a une lumière bleue, donc ça veut dire qu'il est sans doute chargé. Et là, on peut le couper. Et on n'a pas besoin de le charger en permanence, hein, ça dépend quel usage vous avez. Il faut juste le recharger quand il s'est déchargé. Donc même si vous l'oubliez, c'est pas très grave, parce que vous aurez peut-être consommé quelques heures en plus, mais là, vous consommez pendant toute l'année, c'est-à-dire 8760 heures par an, au lieu de quelques heures par semaine. C'est ça qui fait la différence. Donc ça, tout ça, c'est tout le temps branché. En permanence. Et vous avez une prise de courant qui permet de couper tout en même temps à la fin. En dessous, une multiprise. C'est une multiprise. Et il y a un interrupteur sur la multiprise? Oui. D'accord. Et vous en servez? Non. Ah. Car malheureusement, nous avons l'alarme qui est branchée dessus, donc nous sommes obligés de laisser en permanence allumée. Ah, l'alarme, elle est branchée sur une des prises ici? Oui. Et vous pourriez avoir deux multiprises, une pour l'alarme et séparer une coupure pour celle-là et avoir un autre système pour l'alarme. Ça serait possible. Ouais, ça serait possible. Oui. Vous pourriez aller voir le compteur pour vérifier. Je vais couper et vous allez regarder combien ça baisse la consommation. Vous voyez les chiffres sur les compteurs là, Emmanuel? Oui, là on est à 316. Bon, là que je vais couper, on va voir ce qui se passe. Est-ce que ça baisse? 232. C'est énorme. C'est énorme, hein? 80. Vous voyez? Vous avez 80 watts, c'est-à-dire en gros 80 € par an qui sont en permanence branchés là. 80 watts, si on compte 1 € du kilowattheure par an, cela correspond donc à 80 € dépensés pour rien, juste pour avoir laissé leur télé, leur console et leur box en mode veille. Et encore, on est loin d'avoir fait le tour de la maison. Ça, c'est une grosse source de fuite, mais il y a une autre à laquelle on pense pas forcément toujours, c'est les chargeurs.
les chargeurs de portable, les chargeurs d'ordinateur, tout ce qui peut rester branché parce qu'on veut avoir la prise toujours à disponibilité et on laisse brancher sur la prise de courant. Et ça consomme aussi en permanence de l'électricité. Ah, d'accord. Donc là, il y a un test simple. Hein. Si c'est chaud, c'est que ça consomme. Hein. Donc ça consomme. Regardez. Il y a des endroits qui sont d'ailleurs même plus chauds. Alors même pas branché finalement. Ah oui, elle n'est pas branchée sur l'ordinateur, mais ça chauffe quand même parce que le transformateur, là, il reçoit l'électricité et il fonctionne en permanence pour pouvoir être prêt à alimenter le portable qui est là. Là, c'est la même chose, c'est pour un téléphone, ça j'imagine. Donc c'est là aussi, elle est un peu moins chaude, elle est tiède. Mais donc elle fonctionne, elle consomme en permanence. Alors c'est peut-être moins d'1 watt, hein, c'est pas forcément grand chose, mais ça s'accumule. Il y en a déjà 2. Alors là, même chose, hein, il y a des prises qui sont restées branchées, elles sont chaudes. Là c'est sur la télévision. La télévision aussi elle chauffe un peu. Voilà. Donc tout ça c'est de l'énergie qui ne sert à rien, qui est tout simplement jetée par la fenêtre. Donc là c'est simple, on appuie sur le bouton, on coupe, ça consomme plus rien. Leur cafetière laissée en veille, c'est 17 € par an. 29 € pour leur four et 1 € pour chacun de leurs chargeurs de portable. Des appareils en veille qui ne demandent qu'à être éteints. En changeant quelques petites habitudes, la famille Dupuich économiserait 160 € par an. Mais comme la majorité des Français, elle peut gagner encore bien plus. Et pour cela, il suffirait de changer de fournisseur d'énergie. Pour Gaël Duval, nous payons toujours plus cher que ce que nous consommons. Pour couper ces fuites, il a créé un comparateur dédié à la réduction des factures courantes. Pour l'énergie, il y a quelque chose déjà à savoir de façon très simple, quelle que soit votre situation. C'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes chez l'opérateur historique EDF, vous avez, rien qu'en changeant d'opérateur chez les alternatifs, Direct Énergie, Lampiris, Eni, Altergaz et autres, la capacité de gagner au moins 10% sur votre facture. Dans la facture aujourd'hui d'électricité, les fournisseurs ont tendance à faire un prix à l'abonnement et un prix à la consommation. Et que la communication, souvent des opérateurs, pour essayer de faire simple, c'est de dire que la consommation, le prix de la consommation est plus bas, mais en réalité, quand on décortique la facture, il y a un prix qui est payé sur l'abonnement et un prix qui est payé sur la consommation. C'est ce qui arrivait sur la famille Dupuich, particulièrement sur le gaz, où ils avaient un abonnement qui était assez élevé pour une consommation assez faible. Et donc on les oriente aujourd'hui chez un nouvel opérateur pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent bénéficier d'un coût à l'abonnement plus faible et d'un coût à la consommation un chouïa plus élevé. Mais dans l'ensemble, c'est beaucoup moins cher. On peut leur faire économiser 60 € sur l'électricité, 130 € sur le gaz par an, ce qui fait une économie globale de près de 200 €, puisqu'on est à 193 € pour être très précis, d'économie sur la facture courante des Dupuich. Rien qu'en changeant son fournisseur d'électricité, notre famille économiserait 193 € la première année. Emmanuel et Alain s'apprêtent à acheter un nouveau téléviseur pour leur chambre. Un achat qui pourrait générer de nouvelles dépenses fantômes. Ce qui est mis en cause, c'est toute la technologie inutile que nous accumulons. Et dans l'achat d'un téléviseur, il existe des technologies qui s'empilent sans réelle utilité, jusqu'au gavage. Aujourd'hui, chaque foyer français possède en moyenne 6 écrans, et cette famille n'échappe pas à la règle. Chez elle, il y a 2 télévisions, 2 ordinateurs, 3 smartphones et 2 tablettes, soit 9 écrans pour 4 personnes qui vivent sous le même toit. Nous sommes tous équipés d'une multitude de produits dont les fonctions font doublon et qui sont vendus à prix d'or par les marques. Stéphane Delarmy est chef de produit pour une grande enseigne spécialisée en électroménager et produits high-tech. Il a mis au point un écran de télévision dépourvu de toute technologie inutile. Un écran qui se vend partout en France et sur Internet. Son ambition, éviter le gavage technologique et retirer tout le superflu. Alors vous voyez ici, c'est toutes les connectiques du téléviseur, et sur celui-ci en particulier, vous allez retrouver ici la prise antenne, qui est pour brancher votre antenne, et juste à côté, la prise pour une parabole satellite. Donc ça, c'est une question qu'il faut se poser au moment de l'achat. A-t-on besoin du tuner satellite intégré au téléviseur, puisque c'est un coût en plus lors de l'achat. Vous voyez ici, vous avez 3 prises HDMI, donc la question est de savoir est-ce que vous avez 3 périphériques différents à y brancher dessus. Si vous avez que votre console de jeu ou que votre box internet,
internet, une seule suffit. Et au-dessus, vous voyez, vous avez une, deux et une troisième juste là, prise USB, que l'on retrouve souvent sur la box internet, sur la console de jeu, sur le home cinéma. Donc toutes ces choses-là sont des options dont on peut se passer quand on est déjà équipé. C'est très simple, rajouter des options sur une télévision fait augmenter le prix. Et du coup, l'intérêt des fabricants est de vendre des télés le plus optionnées possible pour vendre les télés les plus chères possibles. Alors ça, c'est l'écran anti-dépenses inutiles. Donc on l'a développé chez Electrodépôt pour proposer un produit sur lequel il n'y a aucune option inutile intégrée et qui permet d'utiliser les appareils du salon, enfin les options qui sont présentes sur les appareils du salon, sans les acheter en plus sur son téléviseur. Comme on peut le constater ici, on a un téléviseur qui n'a aucune connectique, juste les deux prises HDMI. Et pour ceux qui ont l'œil affûté, vous verrez qu'il y a une prise USB qui ne sert uniquement à la mise à jour du logiciel et donc qui ne sert pas à lire et enregistrer et qui n'apporte pas de coûts supplémentaires ou de coûts cachés sur le téléviseur. Et il vous rend le service pour 200 € moins cher en moyenne qu'un téléviseur équivalent normal. Rien qu'en achetant un écran pour leur chambre dépourvu de tout surplus technologique, notre famille témoin aurait évité de dépenser 200 € pour rien sur l'achat d'une nouvelle télévision. Quand Emmanuel prépare le repas, Wyatt joue sur sa tablette. Ça le fait patienter. Mais ce qu'Emmanuel ne sait pas, c'est que cette babysitter en or, qui est toujours disponible, peut lui coûter très cher. Qui ne s'est jamais fait avoir? Être prélevé des sommes indécentes allant de 3 à 5 € par semaine. Oui, je dis bien par semaine. Le problème, c'est que personne ne s'en rend compte. Et pour s'en dépatouiller, vous allez voir que c'est très compliqué. Mathieu Chartier est webmaster et auteur d'ouvrages spécialisés sur l'univers du net. Ironie du sort, il a été lui-même victime d'abonnements forcés, appelé aussi abonnement tacite. Comment on peut se retrouver en fait abonné à un service en ligne à l'insu de son plein gré? C'est très simple. Vous appelez un numéro en 5 chiffres, les 36 quelque chose qu'on voit à la télé, des sonneries mobiles qu'on voudrait télécharger, et après tous les services. Alors moi j'ai tendance à rire avec ces services-là, mais vous savez, tape amour et je te dirai qui tu aimes. Enfin voilà, vous validez bien sûr cette demande. Ça y est, c'est souscrit. Le problème, c'est la reconduction tacite. Il est vraiment là le souci et les sommes répétées peuvent vraiment augmenter très rapidement. Alors moi, il m'est arrivé en fait il y a quelques années maintenant un abonnement tacite que j'ai découvert bêtement en fait en regardant mes factures, je pense comme un peu tout le monde. J'avais vraiment pas de chance parce que la facture des abonnements tacites tombait à quelques centimes près à l'exactitude, on va dire, de ma facture de mon fournisseur d'accès à Internet. Donc à chaque fois, je ne faisais pas attention. C'est là que j'ai découvert donc, des abonnements à 2 services de micro-paiement, comme on dit. Et j'ai tenté de me désinscrire et j'ai surtout tenté de me faire rembourser des sommes de services auxquels je n'ai jamais souscrit, en tout cas volontairement. On peut parler de 500 €, 600 € sur plusieurs mois pour certaines victimes. Lorsqu'on tape sur le net achat tacite, des noms de sociétés qui distribuent du contenu pour mobile reviennent souvent. Parmi elles, il y a Selfish. Selfish génère 70 millions de chiffre d'affaires. C'est le leader européen des distributeurs de loisirs en ligne en France. Nous avons prétexté une interview sur l'avenir du numérique pour rencontrer son DG, Nicolas Duep. Son premier réflexe nous annonçait que Selfish, c'est du passé, ça s'appelle maintenant Alchimie. Et chez lui, les achats tacites, c'est de l'histoire ancienne. Alors aujourd'hui, le digital est en train de rentrer partout dans la maison. Alors on connaissait l'ordinateur, mais maintenant on a la tablette, on a le téléphone portable, on a petit à petit la télévision connectée qui est en train d'arriver. Le principal enjeu du digital, c'est d'arriver à monétiser, c'est-à-dire d'arriver à générer des revenus en face de la création, parce qu'il n'y a pas de création si les producteurs ne vivent pas dignement de leur art. Et donc aujourd'hui, on a la possibilité de faire de la publicité ou de générer des offres de services avec des paiements, par exemple par abonnement. Les abonnements aujourd'hui se structurent autour d'à peu près 10 € par mois. C'est une sorte de standard qui est en train de s'imposer, donc qui relève de la logique de petit achat. On n'a pas besoin nécessairement de sortir sa carte bancaire, donc on parle dans notre jargon de micro-paiement. Techniquement, on ne peut pas être abonné sans avoir, à un moment donné, cliqué sur le bouton. Donc c'est un acte technologique qui va chez l'opérateur. Nous, on est une société qui est ici, qui est connue des opérateurs. On ne peut pas se mener à ce genre d'acte de piraterie puisqu'il s'agit d'aller fracturer l'opérateur.
Ah mince, il a peut-être raison. Nous sommes allés illico vérifier la dernière facture des Dupuis. C'est là, en page 3, à cet endroit. Achat Contact Plus. Et bam, 16 € ponctionnés. C'est donc bien de leur faute. Pourtant, ils n'ont aucun souvenir d'avoir réalisé cet achat. Il est du devoir des parents de réaliser qu'aujourd'hui, un téléphone portable n'est pas qu'un téléphone. Il est plein d'autres choses. C'est un objet qui a besoin d'être relativement sécurisé et on ne le prête pas comme ça, juste pour s'acheter le silence dans la voiture. Et c'est, je crois, à la maison et à l'école qu'on apprend et qu'on doit apprendre ce genre de choses pour devenir un citoyen libre sur Internet. Un petit peu culotté quand même quand on sait que la majorité de ces revenus est financée par des jeux pour enfants. Et ceux à l'origine d'abonnements tacites sont bien souvent des copies de jeux très connus et addictifs, tels que celui qui consiste à éclater des bonbons, couper des fruits ou encore courir en évitant des obstacles. Nous sommes donc retournés voir Mathieu Chartier qui va nous faire une révélation. Il a trouvé un complice qui, lui, a directement accès à notre porte-monnaie. Le principal souci, en fait, vient, je dirais presque des fournisseurs d'accès, quels qu'ils soient. Ils activent par défaut directement Internet Plus, Mobile Plus, Contact Plus parfois. Voilà, tous ces services-là qui portent un plus sont activés par défaut. Le fait que ce soit activé par défaut, beaucoup de gens peuvent se faire avoir sans finalement avoir voulu souscrire à quelque chose. Le principal problème, je pense, est là. Après, bien sûr, il y a tout l'aspect, on va dire, de contractuel qui est dans les petites lignes, vous savez, de vos fournisseurs et finalement qui vous dit que à partir de là, vous acceptez que si on clique sur un bouton, ça souscrive pour vous. Malheureusement, on l'accepte, quoi. Donc c'est forcé, c'est pas désiré. Le souci, il est là et porte le nom d'Internet Plus, SMS Plus ou encore Contact Plus. Un conseil, pour éviter ce genre de désagrément, désactivez-le. En un simple geste, notre famille ne sera plus jamais victime d'achats tacites. Elle pourrait économiser jusqu'à 240 € par an. Et si nous regardions plus en détail encore notre fournisseur d'accès Internet, les Dupuis ne seraient-ils pas victimes de grosses fuites d'argent? Comme la plupart des Français, ils ont eu le réflexe de ne pas trop s'embêter la vie. Pour les télécoms, ils ont tout regroupé. Un même fournisseur pour leur Internet, leur chaîne de télé, pour leur mobile. Un bon choix? Pas forcément pour ce leader des comparateurs, Gaël Duval. L'opérateur a tendance à vous proposer et à favoriser une consommation plus importante que vos besoins et de faire la surenchère sur des débits ou sur des offres qui ne vont pas être utilisées. Alors, chez les Dupuis, ce qu'on découvre sur le dossier télécom, c'est que là aussi, on peut leur faire économiser beaucoup d'argent parce qu'ils ont eu un réflexe d'aller chez un alternatif qui communique beaucoup sur le prix, mais qui, quand on regarde leur consommation aujourd'hui, ils devraient aller chez un autre opérateur. En général, les consommations d'une famille, elle va être autour de 60 à 70 gigas par mois, et les offres aujourd'hui qui sont mises en place sur le marché, elles sont plutôt de l'ordre de 100 à 120, donc ils sont largement au-dessus des usages nécessaires, et donc il y a des offres qui sont plus adaptées avec une promesse qui est plus en adéquation avec les attentes et la réelle consommation des familles. Donc ce qu'on voudrait recommander à la famille Dupuis, c'est de changer d'opérateur téléphonique pour pouvoir aller chez celui qui a le prix le moins cher par rapport à sa réelle consommation. Et là, elle va pouvoir faire des économies d'à peu près par an sur la première année, cumulées entre les télécoms et la DSL, enfin entre le mobile et la DSL, d'à peu près 390 € la première année, et ensuite la deuxième année à peu près 200 €. En changeant d'opérateur mobile, le foyer pourrait économiser 390 € dès la première année. Comme quoi, la fidélité, ça ne paye pas toujours. Les ordinateurs, quelle que soit leur marque, sont déjà dans leur conception même une source de fuite d'argent. Car en magasin, impossible d'en acheter sans le logiciel préinstallé. Comme tous les utilisateurs de PC, notre famille est victime de ce que certains appellent carrément du racket de logiciels. Laurent Séguin est président de la FUL,
Son combat, éviter de payer 10 à 30% de plus un PC pour un logiciel qu'on vous impose. La situation aujourd'hui, c'est vous achetez l'ordinateur, vous avez un ticket de caisse, un seul produit, donc un seul prix. Voilà, ça c'est la première situation. La deuxième situation, c'est ce que nous on attend, c'est savoir le prix du logiciel. Mais ça, vous ne le saurez jamais. Quelle est la quote-part, donc quel prix, une ligne pour l'ordinateur, une ligne pour le logiciel. Et donc vous savez exactement combien vous avez payé. La troisième solution, la plus idéale, c'est quand vous achetez l'ordinateur et que vous faites le choix de ne pas acheter le logiciel, c'est que le prix final soit diminué du prix des logiciels, parce que vous refusez de les acheter. Ça, c'est la situation idéale. Il y a d'autres situations qui pourraient être aussi pratiques, qui est que vous achetez l'ordinateur sans rien dedans, et à côté, vous achetez une clé USB, une carte mémoire, ou que sais-je, qui contient le système d'exploitation. Serait-il possible d'éviter d'acheter un logiciel imposé par le constructeur alors qu'il en existe des centaines de gratuits? Nous nous sommes rendus en magasin, équipés d'une caméra discrète, demandée directement au vendeur. Et par exemple, on voudrait celui-ci, mais sans le logiciel. Est-ce que c'est possible? Après, ça sera à vous de le désinstaller ou de l'envoyer directement à la marque qui va le désinstaller. Mais c'est remboursé le prix ou... Ils vont vous rembourser entre 50 €. Donc du coup, c'est pas possible de l'acheter à... Non, nous on ne vend pas. 550 au lieu de 600? Non, on fait pas ça chez nous. Dans nos magasins, on est dans l'obligation de le vendre avec un système d'exploitation. Pourquoi? Parce que la majorité des clients utilisent le système d'exploitation installé dedans. Le vendeur nous explique que la seule solution pour ne pas payer le logiciel imposé, c'est de renvoyer l'ordinateur au constructeur. C'est lui qui va désactiver le logiciel et éventuellement nous indemniser. Donc on le paye d'abord, après on envoie l'ordinateur, c'est aux frais du constructeur ou c'est à nos frais? C'est à vos frais de l'envoi de... Je l'envoie, ça va me coûter peut-être 40 ou 50 €. Je vais me faire rembourser 50 €. Donc il vaut mieux le faire vous-même. C'est la seule solution que je puisse vous donner. Et ça, c'est valable pour toutes les marques de PC? Toutes les marques de PC, que ce soit ceux qui utilisent l'exploitation Windows ou Apple. Sur les 3 ordinateurs de la famille, cela représenterait 150 €. Une dépense fantôme qu'elle pourrait peut-être récupérer un jour si la Commission européenne bloque la vente forcée de ces logiciels imposés. Ah, cette voiture assurait tout risque. Ce nouvel ordinateur acheté avec une extension de garantie. Cette maison sous système d'alarme. Ici, on ne lésine pas sur la sécurité. Comme la plupart des Français, la famille Dupuis pense consacrer 1 672 € par an en assurance. Mais c'est ce qu'elle pense. Dans les faits, nous avons tendance à minimiser nos dépenses. C'est le résultat d'une étude commandée par Stanislas Di Vittorio. Il est expert en comparatif d'assurance. Alors, on a interrogé un panel de Français, il en ressort 2 points intéressants. Le premier, c'est que les Français en fait dépensent beaucoup plus en assurance qu'ils ne le pensent, pas loin de 2 fois plus que leur estimation, d'une part. Et puis d'autre part, une majorité d'entre eux ont conscience qu'ils sont assurés plusieurs fois pour le même risque. Premier exemple, vous êtes assuré au tout risque sur une voiture qui a plus de 10 ans. C'est inutile parce que ce qu'on vous remboursera est finalement faible par rapport à ce que vous paierez en prime d'assurance. Une assurance qui n'est pas toujours indispensable, c'est l'assurance scolaire. Alors, ce qu'elle couvre, c'est elle couvre les enfants dans les dommages qui peuvent causer à autrui dans le cadre de leur activité scolaire. Elle couvre des activités extrascolaires et puis elles indemnisent également pour, par exemple, quand les enfants sont malades, qu'il faut leur donner des cours à la maison ou qu'ils ont cassé leurs lunettes ou leur cartable. Bon. Il faut savoir qu'une partie de ces prestations sont en général incluses dans votre contrat habitation et notamment toute la partie responsabilité civile, c'est-à-dire les dommages que vous causez aux tiers. Donc, si je le fais de façon très très générale, je dirais, si votre enfant va à l'école et n'a pas d'activité extrascolaire, votre multirisque habitation est suffisante et le contrat de l'assurance scolaire ne vous est pas utile. L'école a tendance à demander une scolaire, comme ça ils savent que de toute façon, quoi qu'il arrive, tout le monde est assuré. Les parents n'ont pas envie de se retrouver dans une problématique de défaut d'assurance, donc finalement ils reprennent une assurance supplémentaire, et comme c'est compliqué, personne ne va regarder les doublons.
D'où nous vient cette pulsion irrationnelle d'accepter systématiquement de payer pour des assurances inutiles? Serait-ce la peur de ne pas être couvert? Une envie de conjurer le sort? Pour trouver une explication, nous avons sollicité Jérôme Blondet. Il est chercheur en psychologie sociale spécialisé dans l'appel à la peur. Pour nous, il a accepté de réaliser une expérimentation inédite. Il a élaboré 2 fausses publicités pour une complémentaire santé. Elles présentent exactement le même message, mais l'une a un visuel beaucoup moins effrayant que l'autre. La peur est-elle un facteur déterminant sur notre acte d'achat? Bonjour à tous, merci d'être venus participer à cette recherche. Alors, les consignes générales, qu'est-ce qui va se passer dans cette recherche? C'est assez simple, ça va se passer en 2 temps. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter en fait une image qui va être diffusée sur la télé ici. Je vais vous la présenter pendant 45 secondes à 1 minute. Je vais vous demander de bien la regarder et de bien lire aussi ce qui y aura marqué dessus. Vous allez voir, il y a quelques informations, il n'y en a pas non plus des masses, mais il faut bien lire ce qui y a marqué dessus. La méthodologie de cette expérimentation est simple. Nous avons constitué 2 groupes. Au premier, nous avons soumis un visuel qui présente une peur faible. Au second, un visuel qui présente une peur forte. Chaque groupe va devoir répondre à un questionnaire sur son intention d'achat et sur le prix qu'il serait prêt à payer pour cette complémentaire santé. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre précieuse participation et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au total, nous avons sondé 78 cobayes sur ce qu'ils seraient prêts à payer pour ces complémentaires santé. Leur particularité, ils ont été sélectionnés en fonction de leurs revenus plutôt modestes. Et là, surprise, si la pub fait peur, ils n'hésitent pas à payer beaucoup plus cher pour être assurés. Ce qu'on observe en moyenne, c'est que des individus qui sont en situation de peur forte sont prêts à mettre un coût de 75 € en moyenne, bien sûr, pour acheter le produit, alors que des individus qui sont en situation de peur faible seraient eux prêts à mettre quelque chose comme 25 € pour acheter le produit. Donc c'est sûr que d'une manière générale, c'est un résultat qui reste vraiment très étonnant du fait de l'écart entre les 2 conditions, mais quand on sait véritablement l'influence que peut avoir la peur chez les individus, voilà, ça paraît peut-être un peu moins étonnant. Du moins, c'était attendu, je dirais. Les Français sont donc prêts à payer plus cher pour leur assurance, histoire de mieux dormir sur leurs 2 oreilles. Notre famille témoin a elle aussi succombé aux sirènes de la peur. Si elle pense dépenser 1 672 € par an, elle en dépense véritablement 2 400, comme la majorité des Français. Et dans ces souscriptions, il y a pas mal de doublons et d'assurances inutiles. Le souci, c'est qu'elle paye des assurances sans vraiment savoir pourquoi elle est couverte et à quel prix. Avec l'aide de Stanislas Di Vittorio et son comparateur d'assurance, nous avons cherché à rationaliser ses coûts, quitte à faire des coupes franches. Déjà, ce qu'on peut faire sur leur assurance auto, je crois qu'ils payent actuellement 600 € par an. Donc on va regarder ce qu'on peut leur trouver. Donc là, on va remplir le questionnaire, donc qui sont, leur date de naissance, leur profession, classique, questionnaire d'assurance auto. Et donc on va lancer la comparaison pour voir ce que les autres assureurs peuvent proposer. Alors, on s'aperçoit que le prix le moins cher proposé, c'est 371 €. Bon, aucun contrat n'est comparable, mais enfin, c'est quand même des garanties qui ne sont pas identiques, mais qui sont similaires pour une économie qui, elle, est de 230 €, donc qui est en gros de plus de en gros 40% de ce qu'ils payent actuellement. Donc c'est quand même considérable. Et même s'il y a des petites différences de garantie, ça ne justifie pas une différence de prix pareille. Donc là, il y a un vrai filon d'économie. Alors, sur le contrat d'assurance habitation, on a vu qu'ils assuraient des capitaux à un niveau très élevé. 65 000 €, c'est beaucoup. Donc ils ont assuré les biens qu'il y avait dans leur maison à hauteur de 65 000 €? Absolument. Alors que c'est une maison de 110 mètres carrés, c'est beaucoup. Typiquement, en moyenne, on serait plutôt sur des capitaux assurés de l'ordre de 25 000 - 30 000 €. Donc ils payent plus cher qu'ils ne devraient, sauf à ce que vraiment il y ait des très belles choses dans leur maison. Et on a vu qu'ils avaient assuré une cave à vin à hauteur de 2 500 €. Alors, je n'avais pas connaissance qu'ils étaient amateurs de grands crus. Donc voilà. Peut-être même qu'ils ne boivent pas. En plus. Donc on leur fait payer des assurances pour des produits totalement inutiles. Et là, ils pourraient économiser combien sur leur assurance habitation ?
Alors le niveau des primes d'assurance habitation est quand même généralement moins élevé qu'en automobile, mais il y a quelques économies à faire, peut-être de l'ordre de 10 à 20%. Donc là, il paye actuellement combien? Alors, il paye actuellement 371 €. Alors, il pourrait économiser combien? De l'ordre de 50, 70 € par an, tous les ans. Là où il y avait une grosse économie à faire, c'est sur l'assurance emprunteur. Qu'est-ce que c'est que l'assurance emprunteur? C'est l'assurance qui va avec votre prêt immobilier pour vous couvrir au cas où vous auriez un accident ou vous décéderiez soudainement. Donc en fait, en prenant le prêt immobilier dans la banque elle leur a également fait souscrire l'assurance. Et malheureusement, le coût est souvent bien supérieur au prix du marché. Et en rejouant en fait le profil, on tombe sur une économie supérieure à 50%. Et typiquement, si vous êtes un bon risque, c'est-à-dire que vous êtes jeune, que vous ne fumez pas, que vous n'avez pas des problèmes de santé particuliers, vous pouvez trouver beaucoup moins cher en allant chercher votre assurance de prêt ailleurs que dans votre banque. Et d'ailleurs, ça fait l'objet de 2 lois, qui s'appellent les lois Lagarde et Hamon, pour faciliter le fait de séparer les deux. Si on divise par 15 ans, ça fait à peu près 100 € par an. Sur son budget annuel en assurance, elle pourrait économiser 390 €. En voilà un qui nous pousse à payer des options inutiles. C'est le banquier. Même si depuis 2014, les Français peuvent comparer plus facilement les tarifications bancaires, avec l'obligation de les nommer toutes de la même manière d'une agence à l'autre, les tarifications restent encore opaques et incompréhensibles. Avec des comptes dans 3 banques différentes, les Dupuis ne savent pas qu'ils cumulent des frais abusifs. Ludovic Erschlikovic a été le premier à les pointer du doigt en créant un comparateur de banques indépendant en France. Alors, il y a beaucoup de frais dans les banques. Les frais sont très souvent explicites dans les plaquettes, bien que les plaquettes font souvent plus de 40 pages. En revanche, on peut trouver pas mal de frais cachés. Si on prend l'exemple de cette famille, l'assurance des moyens de paiement, aujourd'hui, le banquier a certainement vendu l'assurance des moyens de paiement en disant « en cas de fraude, vous êtes totalement remboursé et vous n'avez aucun risque sur l'assurance des moyens de paiement. Il se trouve qu'en cas de fraude, la banque est totalement responsable des moyens de paiement qu'elle vous met à disposition. Elle vous a mis à disposition un moyen de paiement qui n'est pas 100% fiable. Donc en cas de fraude, c'est à la banque de prendre sa responsabilité. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que ce couple, qui a vraisemblablement souscrit à ces 2 conventions de compte le même jour, ont 2 assurances moyens de paiement qui est la même. Un au tarif de 2,40 € par mois, ce qui représente 28,80 € par an, et l'autre à 2,80 € par mois, soit 33,60 €. On a une différence de 6 € à peu près pour une convention de compte pour un même service qui a été vendu le même jour, pour en plus un service qui ne sert à rien pour assurer les moyens de paiement. Ce sont donc 60 € inutiles en assurance moyen de paiement, rien que sur leur carte de crédit. Aujourd'hui, on est dans un pays où la carte bancaire, depuis 30 ans, depuis qu'elle existe, a toujours été facturée. Donc dans l'esprit du consommateur, c'est légitime de payer une carte bancaire, en sachant que l'idéal, un petit peu comme dans tout, c'est d'avoir 2 banques. Aujourd'hui, l'intérêt des banques en ligne, c'est que vous pouvez ouvrir un compte dans une banque en ligne, ça va vous coûter 0. Vous allez même en général avoir 80 €, puisque les banques en ligne offrent 80 € à l'ouverture, et ça va surtout vous permettre d'aller voir votre banquier et de lui dire « Attendez, je ne comprends pas, je suis dans telle banque en ligne, ma carte bancaire est gratuite, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui je la paye 40 €. » Donc là, effectivement, pour la famille Dupuis, on se rend compte que monsieur paye 132 € par an pour une visa premier, madame paye 40 € pour une visa classique. On a quand même 172 € qu'ils auraient pu économiser en passant dans une banque en ligne, par exemple. 172 € juste pour des mises à disposition de cartes de crédit qui pourraient être gratuites dans une banque en ligne. Pour Ludovic Erschlikovic, il suffirait de prendre rendez-vous avec son banquier pour économiser 232 €. Mais il pourrait gagner encore bien plus. Quand ils ont acheté 300 000 € il y a 4 ans leur maison, les Dupuis ont fait un prêt immobilier. Et même s'ils ont renégocié leur crédit il y a 2 ans, les taux sont aujourd'hui au plus bas. Alors, ils auraient tort de ne pas en profiter. Avec des taux historiquement bas autour de 1,5%, la première mesure, si vous êtes propriétaire, c'est de tenter de renégocier votre crédit. Avec une économie possible qui peut aller de 20 à 40 000 €, ce qui est quand même une mesure très importante. Effectivement, la famille Dupuis a contracté un taux à 2,80% en 2013, qui était plutôt un bon taux. Aujourd'hui, avec des taux très bas aux alentours de 1,20%, on se rend compte que la famille Dupuis pourrait économiser un peu plus de 20 000 € en faisant une renégociation sans crédit. Alors après, le choix pour eux, ça pourrait être soit de diminuer la mensualité, soit de diminuer le nombre d'années, passer de 15 ans à 13 ans, en gardant la même mensualité.
Entre les frais inutiles et la renégociation de leur crédit, ils pourraient économiser 1 565 € par an. Mais il reste une dernière faille qui pourrait rapporter encore plus gros à la famille. Elle se trouve dans les petites lignes de son crédit immobilier. Une irrégularité qui concerne de nombreux emprunts contractés par les Français et que Laurent Debatz, expertiseur en crédit, pointe du doigt. Cette faille porte un nom, elle s'appelle l'année lombarde. Cette appellation année lombarde, eh bien, c'est un calcul des intérêts par les banques, aujourd'hui encore, sur une base de 360 jours et non pas sur une base de 365 jours comme le fait une année civile. Et ça, c'est illégal. Alors, c'est illégal parce que jugé et condamné par des cours de cassation, mais parce que c'est un historique, en fait, d'une pratique des banques qui vient effectivement des banquiers lombards du XIIIe siècle, qui faisaient un calcul parce qu'ils n'avaient que des bouliers, et que c'était beaucoup plus commode en termes de diviseur, 360 jours. Aujourd'hui, on a l'informatique, c'est encore une fois illégal. Ils avaient parfaitement compris que c'était leur intérêt et ils pensaient le faire en toute opacité, sauf que voilà, il y a des emprunteurs intelligents qui ont attaqué cette pratique, qui ont eu gain de cause et de plus en plus d'emprunteurs ont gain de cause sur cette irrégularité. C'est une sanction technique, binaire, que lorsque le juge considère que la banque a failli, eh bien, elle fait appliquer et l'emprunteur en bénéficie. Sur le plan mathématique, nous retrouvons encore aujourd'hui des établissements qui font un calcul sur 360 jours. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé leur logiciel. On arrive, pas toujours, mais on arrive à en faire la preuve. Et ça peut concerner à peu près la moitié des établissements encore aujourd'hui qui continuent, même si ça n'est pas marqué dans leur contrat, de faire un calcul sur la base de 360 jours. Excellente nouvelle pour cette famille puisque nous l'avons analysée. Et là, effectivement, cette pratique de l'année lombarde, qui se voit d'ailleurs de manière tout à fait évidente parce que quand on regarde le contrat, voilà, on le voit bien sur la mention contractuelle qui est faite sur ce crédit. C'est qu'on indique, la banque dit, nous allons faire un calcul de vos intérêts sur 360 jours pour une année, 30 jours pour un mois. C'est bien écrit noir sur blanc. 360 jours, voici une irrégularité qui peut rapporter gros. Là, la question qu'on va se poser, puisque pour eux, sur un crédit donc, qui est de 154 000 €, eh bien, ils vont pouvoir récupérer 35 000 € d'intérêts qui vont leur être restitués. Pourquoi ? Parce que c'est une sanction qui s'appelle la remise au taux légal. Dans le cas qui les concerne, d'avoir un taux de 0,04%, qui concrètement revient à leur enlever tous leurs intérêts. C'est pour ça qu'ils ont un gain potentiel de 35 000 € d'intérêts. La famille Dupuich a lancé une procédure. Et si le juge leur donne raison, elle pourrait récupérer 35 000 €. C'est l'heure des comptes et voyons quelles sont les dépenses fantômes que la famille va pouvoir éviter en attendant le verdict du tribunal. Sur le budget alimentaire, c'est 516 €. Du côté de l'énergie, cela représente 353 €. Sur le budget internet et télécom, 630 €. Sur leur écran de télévision, 200 €. Sur les assurances, 390 € et sur leur banque, 1 565 €. C'est déjà 3 654 € que la famille pourrait économiser cette année. Je trouve que c'est énorme. 3 654 €, ça fait beaucoup. Alors avec 3 654 €, on partira en voyage avec les enfants et je penserai à changer ma machine à laver. Je vais m'acheter une deuxième console, des jeux vidéo, un sac de sport, des figurines. Attends que je réfléchisse 30 secondes. Étant donné que je suis un petit peu économe, je pense que j'en placerai un petit peu et qu'avec l'autre partie, j'irai faire les boutiques. Mais pourquoi vous vous moquez? Je sais pas, moi. Toutes ces spoliations du quotidien, ces petites sommes tapies dans les factures et jusque dans son salon, ces euros qui se perdent et se cachent partout. Seule la vigilance permet d'éviter leur fuite. Mettre le nez dans ses factures, lire entre les petites lignes, comparer, renégocier, peuvent permettre d'éviter toutes ces dépenses fantômes et correspondraient peut-être à un mois de revenus de votre foyer.